Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 20e étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette avant-dernière journée, mais la dernière véritablement qui comptait pour le classement général. Et on va voir un petit peu ce qui s'est produit, ce qui s'est passé du côté de cette journée qui aura été riche en rebondissements avec un nouveau maillot rose ce soir du côté de l'Italie et du côté de la Visma Lease a Bike. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous les soutenez en travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite par cette vidéo et par cette étape du jour du côté du Tour d'Italie. C'était l'étape numéro 20, l'étape qui faisait un petit peu peur à tout le monde depuis le début de ce Tour d'Italie, depuis même la présentation du parcours avec le collet de la Finestre, pardon. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on sait que c'est un col qui est compliqué et le Tour de l'Avenir l'an dernier, que ça soit chez les filles ou chez les garçons, avait rappelé la difficulté de cette montée, quasiment 1 heure d'effort, même un peu plus d'1 heure d'effort pour réussir à gravir cette difficulté composée, on va dire, aux 2/3 de goudron, même pas aux 2/3 de goudron, oui, si, allez, aux 2/3 de goudron, et les 8 derniers kilomètres, 7-8 derniers kilomètres, de Sterato, donc voilà un peu un 60-40, 60 goudron, 40% terre, et on sait que c'est une montée qui est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que vous êtes obligé de monter assis sur les portions de terre, parce que sinon vous n'arrivez pas à avoir la motricité. Pour avoir la motricité, il faut forcément être assis. Et c'est très compliqué également de prendre un virage avec les chemins de terre, et encore plus une épingle. Donc c'est-à-dire que toutes les relances font extrêmement mal parce qu'on prend tous les virages quasiment à l'arrêt dans ce genre de situation. Et c'est ce qui fait que cette montée est compliquée. En plus, le rendement sur un chemin de terre est forcément beaucoup moins bon que sur du goudron. Donc c'est vrai que c'est loin d'être l'idéal, ce genre de difficulté. C'était vraiment la portion la plus importante de la journée, puisqu'après on était plutôt sur des montées légèrement difficiles, hein, plutôt des montées de deuxième catégorie, que ce soit l'arrivée ou la montée à une centaine de kilomètres de l'arrivée, qui n'étaient pas forcément des difficultés les plus dures du parcours. On a vu dès le début de journée une grosse échappée se former. Grosse échappée où il n'y avait pas de EF, il n'y avait pas d'UAE. Par contre, il y avait Van Aert à l'intérieur, mais également avec Verona, avec Pedersen. On avait également pas mal de Groupama FDJ. Et puis Chris Harper, notamment du côté des bons grimpeurs, avec également Alessandro Verret du côté de l'Arkea, qu'on a beaucoup vu dans les échappées. Cette échappée qui va prendre beaucoup d'avance, aux alentours d'une dizaine de minutes au pied du Colle delle Finestre. On aura notamment un sprint intermédiaire où Van Aert va déposer Dries de Bondt sur la toute fin du sprint. Et puis dans la montée, bien très vite dans l'échappée, on se retrouve à avoir 2 coureurs en tête au bout d'1,5 km, hein, quasiment d'échappée. La différence se fait avec Verret et Chris Harper. Dans le peloton, ça roule extrêmement vite. EF fait le tempo et Carapaz attaque quasiment dès le pied. Il sera suivi par Del Toro, mais Del Toro qui est seul, sans équipier. À ce moment-là, ils ne sont que 2. Yates revient dans un deuxième temps. Il va quand même boucher une vingtaine de secondes de retard seul. Yates qui va ensuite attaquer une première fois, repris par Carapaz. Et puis il va attaquer une deuxième fois, de nouveau repris par Carapaz. Et puis il va attaquer une troisième fois, et cette fois-ci, Carapaz ne suivra pas. Et à ce moment-là, on pense qu'au bout d'un moment, Del Toro va rouler, mais Del Toro ne roulera jamais. En plus, vous allez avoir le coureur britannique qui va retomber sur Wout van Aert dans la descente du Colle del Finestre. Et à la fin, ça va faire une victoire avec une marche phénoménale sur ses adversaires.
Et devant, Chris Harper va lâcher Alessandro Vere et va s'en aller tout seul vers la victoire, car l'Australien était le plus fort de l'échappée aujourd'hui. Donc voilà, ce léger résumé de l'étape, comme on pourrait dire, pas vraiment écrit. Du côté de la note, moi j'ai mis un 19 sur 20. Bon, c'est une très très belle journée de cyclisme. Déjà parce qu'on a eu du spectacle. On a eu du spectacle dans la manière dont s'est déroulée l'étape. Surtout dans la deuxième partie de journée, mais en même temps on ne s'attendait pas à avoir beaucoup de spectacles en tout début de journée, parce qu'on sait que là on était sur une étape qui était très longue en kilométrage, donc l'échappée aurait du temps pour se former, qu'on est en fin de course, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de protagonistes qui veulent prendre les échappées, parce que beaucoup de coureurs ont déjà donné. Là on voit par exemple qu'il n'y a pas d'Astana dans l'échappée, parce que voilà, il y a des équipes qui ont déjà réussi leur Tour d'Italie, donc on commence à avoir du mal à trouver la motivation, et surtout à avoir une motivation supérieure qui arrive à être supérieure à la fatigue pour repartir dans des échappées. Mais ensuite, moi je m'attendais pas à ce que Carapaz il parte dès le pied du Colle delle Finestre. Ce qu'on roule voilà, à ce tempo-là avec Steinhauser, avec Casper Asgreen aussi, Rafferty, qui ont roulé extrêmement fort, et je ne m'attendais pas à ce que UAE se plante à ce point-là aujourd'hui, et que ça soit Yates qui tire les marrons du feu de la stratégie de l'AEF. Et il pourra dire quand même un petit peu merci à l'AEF, Yates, mais il a vraiment été parfait. Aujourd'hui, le Britannique, il était très très fort. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce scénario-là. Donc moi, j'aime bien quand je suis surpris par le scénario. J'aime bien quand je me trompe. Et là, aujourd'hui, la victoire de Yates, je ne l'imaginais absolument pas. J'aime bien quand il y a des grosses surprises. Et aujourd'hui, il y a des grosses surprises. Et aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de choses à dire, à analyser du côté de cette étape. Donc c'est là aussi où c'est très intéressant. Parce que vous savez, il y a des journées où parfois on a des étapes de montagne. Bon, il n'y a rien à dire. Ça s'est déroulé, ça a été très linéaire. Le plus fort a gagné. Bon, là, sur ce type d'étape, il y a beaucoup de choses à dire, parce que beaucoup de choses se sont déroulées et pas toujours des choses formidables pour certains coureurs. Et on va y revenir tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top du jour, Simon Yates. Je pense que même lui n'y croyait pas ce matin. Quand tu le vois en interview, alors il est moins énervé que la veille, mais je pense aussi que du côté de la Visma, on a peut-être enfin embauché quelqu'un pour la communication. Mais on a dû lui dire, bon, c'est vrai que tu y allais quand même très fort sur tes équipiers, et puis bon, peut-être qu'il y a certains équipiers, ça leur a pas plu. Mais je pense que l'engueulade et l'étape d'hier, elle a eu deux intérêts. Premièrement, il a perdu un petit peu de points, donc il a apparu, et un petit peu de temps surtout, donc il a apparu comme moins dangereux. Et je pense que ça a été son premier intérêt. De paraître comme moins dangereux. De ne pas être un prétendant ultra proche pour la victoire. Deuxièmement, du côté de Yates, je pense que ça a un peu remobilisé les troupes, parce que chez Visma, on n'aime pas se rater. Dans les grosses structures comme ça, on n'aime pas passer à côté. Et je pense que Visma, hier, est passé à côté. Alors, on a du mal à savoir comment ils auraient pu faire mieux, mais je pense qu'ils sont passés à côté parce que collectivement, ils se voyaient plus forts. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup travaillé pour Koy, notamment Kelderman a beaucoup travaillé pour Koy, fait que dans cette troisième semaine, en gros, les équipiers Kruijswijk, Kelderman n'ont plus grand-chose dans les jambes. Tu t'aperçois quand même aujourd'hui, Visma, il gagne à 2. Il gagne à 2 aujourd'hui, Visma. Vous avez Yates, vous avez Van Aert. Entre, il n'y a personne. Kelderman, Kruijswijk, on ne les a pas vus. Van Baarle, on ne l'a pas vu. Le seul qu'on a vu aujourd'hui des Visma, c'est Van Aert. En plus de Simon Yates. Simon Yates, il profite de la stratégie des EF,
Mais c'était... Il le savait aussi hein, que Carapaz allait faire all-in. On connaît Carapaz. Donc on savait que Carapaz, il n'allait pas se contenter de cette deuxième place. Donc c'est pas non plus une grosse surprise. Mais oui, c'est bien analysé de sa part. Et de toute manière, je pense très clairement qu'Elderman Crossbike aurait pas pu aider énormément l'AEF, même à rouler sur le plat. Et puis après, il était fort aujourd'hui. Il était très très fort. Alors, il semblerait qu'il ait battu le record de Pablo Torres dans le Colle delle Finestre. Le 1h01 soit passé en dessous de l'heure. Et ce qui est impressionnant avec Simon Yates, c'est qu'il a quand même, c'est qu'il n'est pas tout de suite dans la roue des deux leaders. Et la manière dont il est revenu, leur reprend 20 secondes en, je sais pas, 200 mètres, 300 mètres. Il a récupéré son retard très très vite, Simon Yates. Parce qu'il était plutôt dans le groupe avec Pellizzari, avec tous ces mecs-là. Et il a compris très vite qu'il fallait faire le jump, qu'il fallait revenir devant. Et il a été en capacité de revenir devant. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ensuite, Yates, en fait, il attaque. Moi, ça m'énervait quand Carapaz revient sur lui à chaque fois. Et puis au bout d'un moment, Carapaz dit c'est pas à moi de faire le job. Il arrive à s'en aller. Et puis il s'écroule pas dans la montée parce que il reste sur un très très bon tempo. Là aussi, il faut le dire. Hein, il fait un gros rythme. Et puis là, le fait d'avoir mis Van Aert devant, fantastique. Parce que tu sais qu'après le Colle delle Finestre, en gros, c'est favorable à Van Aert. Ce Colle delle Finestre, il n'était pas favorable à Van Aert. Mais ensuite, derrière, c'est de la descente. Et sur la première partie de montée vers Sestrières, c'est très roulant. C'est 3%, grand max. Donc ça, Van Aert, il fait le job. Et puis tu sais très bien que c'est Wout Van Aert. Donc c'est un mec qui arrive à sublimer en tant qu'équipier. Aussi, il a cette force-là comme Pedersen. Et ça, c'est... Tous les coureurs n'ont pas cette capacité-là de réussir à se sublimer à ce point-là. Et puis ensuite, Yates, il finit parfaitement le travail. Alors, il profite aussi du fait que derrière, on fait un enterrement de première classe magnifique, mais il continue sur le même rythme, il crampe pas, il continue sur son gros tempo, et il peut dire merci à Van Aert aujourd'hui, parce qu'il a fait un gros job. Il pourra dire merci EF également, et merci à Carapaz, mais Van Aert a fait aussi un gros job. Et je dirais que pour Yates, c'est quand même mérité par rapport à 2018. Par rapport à 2018, par rapport aussi, je vous en avais parlé il y a quelques jours, avant que je tombe malade, je vous avais dit, quand il était à 1,20 et qu'il était deuxième du classement général, je vous avais dit, Yates, il me fait quand même beaucoup penser à l'année où il fait 4 du Tour de France. Et je vous avais dit, l'année où il n'y a pas de grands coups de moins bien. Vous savez qu'Yates, il a souvent été sujet à ces grandes journées de craquantes. Et je vous avais dit, il me fait beaucoup penser au Yates de cette année-là, où j'avais trouvé très bon. Devant, le podium n'avait pas été atteignable parce que les mecs étaient plus forts que lui et que son équipe était très faible. Mais j'avais dit, Yates, faut quand même s'en méfier. Je sais plus sur quelle étape où j'avais dit, putain, il fait la bonne opération du jour. Et je vous en avais parlé, je vous avais dit, il me fait vraiment beaucoup penser au Yates de ce Tour de France-là, qui avait été très intéressant. Et pour moi, Yates, oui, c'est une récompense par rapport au Giro 2018. En 2018, c'est le plus fort. Et puis à 2 jours de l'arrivée, il explose complètement parce qu'avec ce départ en Israël, qui avait énormément fatigué les organismes, parce qu'ils étaient partis d'Israël, donc il y avait eu un long voyage pour revenir d'Israël, sous des fortes températures. Très vite, il avait refait froid, et beaucoup de coureurs avaient fini exténués ce Giro, avec une dernière semaine qui s'était déroulée dans des conditions pas forcément exceptionnelles en termes de température, et avec des coureurs qui étaient très fatigués de ce départ en Israël. Et c'est vrai qu'Yates, il était le plus fort en 2018, vraiment. Je pense qu'il y avait peut-être que Pinot, et encore, je pense que Pinot était un cran en dessous de Simon Yates, et il avait explosé complet. À 2 jours de l'arrivée, ça avait été dur à vivre pour lui.
Et là, là il a réussi à faire le job et à tenir la cadence et à y croire jusqu'au bout. Et je pense il était très heureux sur le podium, mais je pense qu'il ne doit pas y croire. Il ne doit pas y croire parce que il doit se dire putain, mais quelle journée de dingue, quelle journée incroyable je viens de vivre. Donc bien bravo Simon Yates. Certainement vainqueur de ce Tour d'Italie, on verra s'il n'y a pas une chute demain, mais sauf chute, normalement vainqueur de ce Tour d'Italie. Chris Harper, lui pourra dire merci à la Lidl, parce que c'est vrai que le rythme qu'ont fait Mosca et Pedersen, ça a permis à cette échappée de prendre beaucoup d'avance. Ça a permis aussi d'éviter d'avoir des attaques avant le collet des Finestrés, parce qu'en fait il n'y a pas eu d'attaque dans cette échappée, ce qui a permis de garder un groupe compact. Et ensuite, Harper, c'était le plus fort de l'échappée aujourd'hui. Je pense que Verona était un peu fatigué. Voilà, il y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur dans beaucoup de coureurs de cette échappée. Il nous a fait un peu une Flylandis, certains diraient, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire hier, bon bah voilà, il a du mal à finir l'étape. Bon, en même temps, c'est des crampes, hein, donc on savait que les jambes étaient bonnes, mais avec les crampes, parfois, la récup peut être compliquée. Mais déjà, il finit pas si loin que ça, l'étape. C'est-à-dire que, alors oui, il est, je sais plus, centième ou un truc comme ça, mais il fait pas partie des derniers de la journée. Or, vu comment il était à l'arrêt quand il se fait reprendre par exemple par le groupe Maillot Rose, c'est-à-dire que sur la fin ça allait mieux. Donc voilà, il avait pu remettre la machine en route, il avait pu, je pense, réussir à se réhydrater et à récupérer un petit peu et à remettre du braquet et à remettre de l'énergie. Et quand tu fais une erreur une fois, normalement tu la reproduis pas. Et c'est ce qu'a bien montré Harper. C'est une belle victoire parce que il était très fort l'an dernier, Harper, jusqu'à sa chute au Tour des Alpes, qui lui coûte très cher parce qu'il ne peut pas participer au Tour d'Italie. Ça le coupe complètement dans son élan parce qu'à ce moment-là, il était vraiment costaud et en plus dans une équipe à l'époque, la Jaico Alula, qui était en grande difficulté avec Dunbar qui était tout le temps blessé par exemple et un Yates qui n'était pas forcément fantastique. Et c'était vraiment Harper qui avait pris en main l'équipe et qui avait géré le leadership de l'équipe en attendant le retour de ses coureurs. Et ensuite, après cette chute, il a eu beaucoup de mal à revenir à un bon niveau. Il faut bien le dire. Ça a été très compliqué pour lui. Là, sur ce Tour d'Italie, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais sur ce Tour d'Italie, c'est vrai que l'objectif de Chris Harper, c'était un classement général. Sauf que bon, ça a assez vite, on a assez vite abandonné cet objectif parce qu'on a perdu quand même pas mal de temps. De toute manière, on savait que le classement général, c'était au mieux 7 ou 8e du classement général. On était plutôt entre 8 et 12-13 que 5e du classement général, très clairement. Sauf qu'il a réussi à être toujours dedans, contrairement à d'autres coureurs qui ont peut-être un peu lâché l'affaire. Et puis hier, il était dans l'échappée, il était fort. Là, aujourd'hui, il n'y avait rien à faire hein, pour le battre. Il a été extrêmement solide. Il fait une très très belle montée sur un bon tempo. Il perd assez peu de temps au final parce que Yates roule fort et il arrive quand même à tenir la cadence jusqu'au bout alors que Yates vraiment était sur un très très gros tempo. Je trouve que voilà, il fait vraiment une belle étape aujourd'hui Harper, donc bravo à lui. Alessandro Verret, très très bien Verret. J'espère que ça va aider un peu Arkea. Alors, ça aurait été encore mieux une victoire, mais on verra si ça aide Arkea à trouver un sponsor. Mais Verret, il s'est montré encore sur ce Tour d'Italie. Mais je trouve qu'on voit les progrès de Verret. C'est-à-dire que c'est quand il est arrivé dans le cyclisme, Verret, je me souviens quand il arrive chez Arkea, bon, on nous dit c'est un bon coureur, un coureur prometteur chez les espoirs. Bon, tu regardes un petit peu son pédigré, il n'y avait pas grand-chose dans son pédigré chez les espoirs, c'était pas non plus un craquitos. Mais Emmanuel Hubert en parlait énormément. Et là tu te dis, bon, bah ok, il a peut-être vu quelque chose.
Bon, on l'a vu dans beaucoup d'échappées, mais c'était des échappées sur le plat, pas forcément des échappées très intéressantes. Il avait fait un premier Tour d'Italie également dans beaucoup d'échappées, mais parfois il attaquait un peu dans tous les sens. C'était pas toujours très compréhensible. Il y avait parfois des erreurs stratégiques. Et puis au fur et à mesure, je trouve des années, des mois, on voit que c'est un coureur qui progresse, comme Lorenzo Germani également, c'est un peu de la même génération. Et on voit que c'est un coureur qui commence à prendre du galon, qui commence à être de mieux en mieux. Et là, on se dit, bah, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire désormais pour Verret. C'est un coureur qui peut être en capacité de rivaliser dans des belles échappées. Parce que là, il fallait tenir la roue de Chris Harper. Alors même s'il lui prend aucun relais, il fallait la tenir la roue. Et il la tient jusqu'à 3-4 km du sommet. Donc voilà, il a fait le sprint Red Bull, il était encore là. Donc chapeau Alessandro Verret, très très belle course de sa part. Et puis je termine avec Carapaz. Alors déjà, un remerciement tout spécial à Monsieur Carapaz d'avoir été l'animateur quand même de ce Tour d'Italie. Parce que peut-être que s'il n'avait pas été là, on se serait quand même vraiment emmerdé. Et je trouve que l'AEF a animé la course. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu l'AEF, peut-être qu'on serait vraiment ennuyé sur certaines journées. Parce que je reste sur ma réflexion de départ, le parcours était mal conçu. Et ce que j'ai aimé du côté de Carapaz, c'est que il n'a pas fait les comptes d'apothicaire. Ça m'énerve sur les derniers week-ends de Grand Tour, depuis des années, on a des comptes d'apothicaire. C'est-à-dire que les mecs courent pour faire deuxième, pour faire troisième. Alors, rien que l'an dernier sur le Tour de France avec Vingegaard, typiquement, moi ça m'énerve. Moi ça m'énerve, parfois ce manque d'ambition, ce manque de prise de risque m'énerve. Et ça fait plaisir d'avoir enfin un mec qui a décidé de prendre des risques aujourd'hui. Donc déjà en faisant all-in avec son équipe, il a décidé de tout mettre. Donc ça, bravo déjà, de cette manière-là. Et ensuite, au départ il m'énerve parce qu'il suit Yates. Et moi je dis, c'est pas à toi de suivre Yates, c'est à Del Toro. Toi tu dois pas suivre Yates, tu as déjà fait vainqueur du Giro, ça sert à rien de faire deux. En gros, entre 2 ou 3, ça sera déjà un podium, ça sera déjà réussi ton Tour d'Italie. Ça sera déjà un Tour d'Italie où tu auras été en réussite. Et au fur et à mesure, première attaque qui suit, la deuxième vraiment il m'énerve parce qu'il suit quasiment d'entrée. Et là ensuite derrière je me dis, ok, il a laissé partir Yates, et maintenant c'est à toi de rentrer dans la tête de Del Toro. C'est à toi de faire douter Del Toro. Si ça passe pas, au moins Yates gagnera et tu n'auras rien à te reprocher parce que tu auras essayé, tu auras tout perdu et tu avais de toute manière pas grand chose à perdre. J'ai envie de dire, entre une troisième place et pas mauvais. EF n'est pas en demande de points non plus trop importante, donc ça va pas faire trop de points en moins. Le fait que EF passe de troisième à la deuxième, enfin de deuxième à troisième au niveau du classement général. Et puis ensuite, c'était pas à lui de toute manière d'emmener Del Toro. Et moi j'aime quand des coureurs osent, prennent des risques. Ça a été le cas de Carapaz aujourd'hui. Il a roulé derrière J, mais là il y avait un intérêt parce que pour moi, entre être sur le podium et être quatrième, il y a une différence. C'est pas la même course. Mais pour moi, il a joué avec Del Toro. Si Del Toro après a pas été foutu de courir correctement et si du côté de chez UAE on s'est planté, c'est pas de la faute de Carapaz. À la place de Yates, ça aurait pu être Carapaz. C'est-à-dire que les situations auraient pu être inversées, c'est-à-dire que Carapaz aurait pu partir et Del Toro n'aurait pas suivi et Yates n'aurait pas suivi non plus et Carapaz aurait pu se retrouver devant. Ça aurait pu marcher aujourd'hui. Il fait pas les choses à l'envers, il se rate pas dans sa stratégie. Donc pour moi, c'est une très très belle course de la part de Richard Carapaz. Donc moi, j'ai bien aimé la course de l'Équatorien et la stratégie de l'Équatorien et le fait qu'il tente le tout pour le tout sur cette dernière étape. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Comment perdre un Giro de la manière peut-être la plus foireuse possible c'est la performance qu'a réussi la UAE et Del Toro. Pour moi, le flop va plus aller à la UAE qu'à Del Toro. Même si Del Toro s'est raté, pour moi, le plus gros raté, c'est la UAE parce qu'il y a eu énormément de choses qui n'ont pas été aujourd'hui
dans la stratégie de cette équipe et dans la manière de gérer cette dernière étape de cette équipe. Alors que Del Toro, il y a des choses qui sont dues un petit peu à son âge. On l'a bien senti hier. Il était encore plutôt joyeux. Ce matin, le visage était quand même, c'est vrai, un peu plus fermé, un peu plus stressé, ce qui était normal. Il savait qu'il était à 220 km. Et même un peu moins de 220 km, plutôt 190 km, parce que si tu avais passé le Colle del Finestre avec 5 ou 6 coureurs, tu savais qu'après, c'était bon, c'était fini. Il y a déjà une première chose, moi qui m'a surpris ce matin, c'est qu'on laisse partir Van Aert en échappée. C'est-à-dire qu'on laisse pas partir Stein. De toute façon, il y avait deux possibilités. Soit on décidait de mettre un mec dans l'échappée qui contrôlait Steinhauser et possiblement Van Aert. Donc on mettait un Damietz, on mettait pourquoi pas un McNulty, tu vois, on mettait un mec costaud. Surtout que si on mettait McNulty, derrière on aurait roulé. Parce qu'il y aurait eu des comptes d'apothicaire. Ineos aurait roulé, Movistar aurait roulé, Bahreïn aurait peut-être roulé, l'échappée n'aurait pas pris 10 minutes avec McNulty. Voire même avec Adam Yates. Donc soit l'idée était de faire ça, ce qui était possiblement une solution, mais si tu voulais pas prendre l'échappée, fallait pas mettre Van Aert devant. Ça c'est une erreur. À partir du moment où il y avait Van Aert devant, il fallait rouler. On parle pas de Van Barle ou d'Affini ou de Coy. Si tu as un de ces trois Visma-là qui est devant, bon, j'ai envie de dire, c'est pas extrêmement dangereux. Mais si tu avais Van Aert, Kelderman, Kruijswijk, là, c'était dangereux. Et donc là, il fallait pas laisser partir l'échappée parce que, possiblement, ça pouvait créer un point d'appui à l'avant de la course et un mec qui serait en capacité de tenir le Colle delle Finestre. Et dans ce cas-là, il fallait pas laisser 10 minutes à Van Aert, il fallait laisser 5 minutes. Donc il fallait rouler du côté de cette formation UAE. On décide de pas rouler. On décide de laisser faire les EF. Déjà pour moi il y a une erreur à ce moment-là. Mais je me dis, on décide peut-être de laisser faire les EF pour garder un collectif autour de Del Toro. Et ce collectif-là, on le verra dans le Colle delle Finestre, il va être très très bien entouré. Colle delle Finestre, alors pour moi Del Toro fait une erreur à ce moment-là. Il s'isole, il essaye de suivre tout de suite Carapaz, ça pour moi c'est une erreur, parce qu'il aurait dû rester avec son équipe. Mais en même temps, son équipe est super mal placée dès le pied. Là il y a une erreur professionnelle, les McNulty, alors Maïka ça peut se comprendre vu les efforts qu'il avait fait la veille, mais McNulty et Adam Yates, eux ils n'avaient pas fait d'efforts la veille, ils sont super mal placés. Au pied. Ils sont pas mieux qu'Yates, pour tout vous dire. Et Yates, il est mal placé au pied. Ça, c'est pas normal. On le voit que le EF vont monter fort, même si on s'attend peut-être pas à ce qu'il attaque dès le pied. Rafferty, il s'est pas caché. Donc, faut être placé. Faut être aux avant-postes. Et là, on s'est raté du côté de la UAE. Ensuite, bon, bah, l'équipe a explosé comme un popcorn en 200 mètres. EF a fracassé la UAE. Voilà. Donc l'équipe explose complet. Après derrière, croire que Carapaz va rouler pour une deuxième place, il fallait être quand même assez stupide pour croire ça. Pour moi, quand il a suivi Yates, je vous ai dit, ça m'a énervé. Je me suis dit, voilà, c'était pas son rôle. Mais dans la voiture aussi, on aurait dû se dire, il va peut-être le faire une fois, deux fois, mais ensuite chez EF, on va lui dire d'arrêter. Sauf que dans la voiture UAE, aujourd'hui, il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans la voiture. Tu te demandes des fois dans certaines équipes à quoi ça sert d'avoir des oreillettes. Aujourd'hui, chez UAE, l'oreillette n'a servi à rien. Parce que, bon, on se rate à ce moment-là. Ok, Yates part. Sauf qu'en haut du Colle del Finestre, il y a une 36. C'est-à-dire que Yates a à peu près entre 13 et 20 secondes d'avance
au général virtuel sur Del Toro. Bah tu dis à Del Toro, faut rouler. De toute façon, il fallait déjà qu'il roule quand il y avait une 20, en gros. S'il roule et qu'il laisse Yates à 50 secondes, en gros, la situation est très bonne. Il n'y a pas de souci. Et même si tu te fais contrer par Carapaz, tu te feras pas contrer suffisamment tôt pour qu'il arrive à créer un écart important qui fasse que tu perdes le Giro. Mais tu es obligé de rouler. Tu es obligé de rouler quand il y a une 20, une 30, une 40, et là tu ne roules toujours pas. En sachant que devant il y avait Van Aert. Donc dans la boîte Niol, on lui a pas dit de rouler. Que lui il fasse une erreur tactique, il fait l'erreur tactique, ok. Mais dans la voiture, normalement on doit lui dire. On doit lui dire, là mon coco, faut que tu roules. Faut que tu mettes tout là. Faut que tu arrêtes de jouer au plus con, on va dire, avec Carapace, parce que là il en tient une couche. Non, là faut que tu y ailles, faut que tu roules. Faut que tu accélères, faut que tu mettes du rythme. Personne lui dit dans la bagnole. Ça c'est incroyable. Ça, je trouve ça sidérant. Ou même sur les assistants sur le bord de la route. Chez UAE, on n'a pas de cerveau. On a de l'argent, mais on n'a pas de cerveau. Parce que là, c'est quand même extraordinaire. Et ensuite, bah derrière, il aurait fallu lui dire de faire la descente à fond. Il ne fait pas la descente à fond. Est-ce qu'il avait les écarts? Moi, je me demande. Parce que là, j'ai l'impression que dans l'oreillette, on lui disait rien. Et c'était pas le Carapace de faire le travail. Donc à la fin, il perd le Giro. Mais alors que je pense qu'il était fort encore aujourd'hui. Hein, quand tu le vois en sprint dans le final, voilà. Mais perdre le Giro de cette manière-là, waouh. Là, celle-là, elle va faire mal. Hein. Enfin, elle va faire mal. Je sais pas trop même. J'y reviendrai sur la toute fin d'un truc qui m'a un peu énervé avec Del Toro. Mais ouais, là, tu ne peux pas perdre le Giro de cette manière-là. Là, c'est une faute professionnelle dans la voiture. Dans la voiture, c'est une faute professionnelle. C'est-à-dire, votre job, c'est de coacher les mecs qui sont sur la route. Si vous ne coachez pas les mecs qui sont sur la route, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail. Donc, vous ne servez à rien. Donc, dans ce cas-là, on vous vire si vous ne servez à rien. Parce que là, c'est quand même extraordinaire. Enfin, il y a un moment, il faut lui dire aux jeunes de rouler, peut-être. S'il ne le fait pas, il faut l'engueuler. Il faut y aller, il faut... Mais non. On lui dit rien, j'ai l'impression. On le laisse se démerder. Alors qu'il est peut-être dans la journée la plus importante de son début de carrière. Et on le laisse se dépatouiller tout seul. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, de la part de la UAE. Donc j'ai été très très surpris par cette décision. Et à la fin, oui, ce qui m'a énervé avec Del Toro, c'est que bon, tu sens qu'il s'engueule avec Carapaz, oui, parce que je pense que Carapaz, il lui a dit, moi je vais pas rouler, et puis en plus les deux parlent espagnol, hein, donc je pense que on s'est peut-être envoyé peut-être des petits noms d'oiseaux, mais il est énervé, je pense. Et en fait, pas du tout, t'as l'impression que la défaite, ça le gêne pas, parce que Pellizzari fait une photo avec lui, je sais pas, ils ont passé la ligne de 30 secondes, 40 secondes. Donc en fait, t'en avais rien à branler de ce Giro, parce que c'est extraordinaire. J'ai vu ça, je me suis dit, mais ok, donc le mec perd. Il perd peut-être une chance qu'il aura peut-être pas de nouveau, parce que imaginons, je sais pas, qu'il ait un grave accident dans 6 mois, dans 1 an. Le mec aura peut-être absolument pas la possibilité de refaire ça. On a connu hein, des jeunes qui étaient très prometteurs, et puis ensuite, derrière, ça a panquillé. C'était peut-être ta possibilité de gagner un grand tour. Tu la perds de cette manière-là et ça te fait rien à l'arrivée. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de déception, il n'y a pas de... Je trouve ça extraordinaire, mais bon. Rien n'a fonctionné de toute manière aujourd'hui du côté de la UAE, donc ouais, un 0 pointé sur toute la ligne du côté de cette formation. Deuxième flop, ouais, Ineos. Alors Bernal s'en sort quand même encore bien, je dirais que c'est un peu le cocu du dernier week-end Bernal, parce que hier il était en difficulté et il arrive à finir dans le groupe des leaders, ce qui fait qu'il reste bien positionné dans le classement.
Là, tu sens qu'aujourd'hui, bon, il lâche d'entrée, il est lâché très tôt, Bernal. Il perd qu'une position sur l'étape. Mais c'est vrai qu'Ineos avait été très intéressant sur les 2 premières semaines de course. On les a beaucoup vus. Ils ont beaucoup roulé. Ils ont été très offensifs. Parfois pas toujours intelligents, je trouve, dans la manière de courir. Et je pense qu'ils le payent vraiment sur les derniers jours de course parce que ils ont un peu tous explosé. Arensman, il n'y a que Lucas Hamilton, en gros, qui s'en sort. Mais tous les autres Ineos ont vraiment souffert. Là aujourd'hui, Castroviero, qui avait fait beaucoup d'efforts hier, fini 68e. Kim Hayduk finit à 21 minutes aujourd'hui. Ben Turner, bon, finit loin. Même Lucas Hamilton, hein, parce qu'il finit 108e. Je pensais qu'il était mieux que ça, Hamilton, mais il finit 108e. Kim Hayduk, en plus, il était quand même dans l'échappée. Du côté de la Ineos, on a peut-être sous-estimé la difficulté de ce dernier week-end, de cette dernière semaine de compétition où le Giro avait décidé de tout mettre. Et c'est vrai que Bernal aujourd'hui souffre, hein, il finit à 10,43, donc 24e. Ça lui permet quand même de garder une 7e place au général. Mais c'est là où tu vois qu'il y a toujours la difficulté d'enchaîner les efforts, hein, du côté de Bernal, parce que il tient pas 3 semaines. Il tient 2 semaines et demie, ce qui est déjà bien, mais il a tenu, et on peut dire même qu'il a vraiment tenu 2 semaines à un très très bon niveau, parce que déjà en début de semaine, sur les images que j'ai vues en étant un peu malade, c'était déjà une chose moins bien, et là je trouve que sur ce dernier week-end ça a été l'homme le plus en difficulté, mais quand même il a de la chance parce qu'il garde toujours sa place dans le top 10. Aujourd'hui il garde même une 7e place, qui est quand même un résultat très honorable pour Bernal depuis sa chute. Parce que certains coureurs n'ont pas forcément fait le forcing, donc il peut être content de ça. Et puis Rubio, oui, pour l'ensemble de son œuvre, Rubio finit 8e du général. Super. On a vu Rubio sur la course, il nous a fait un peu une Kelderman, hein. On ne l'a pas vu. C'est ça que je trouve qui est un peu triste du côté du Colombien. C'est qu'autant l'an dernier, je trouve qu'il avait été très offensif. On l'avait bien vu en montagne, je trouve que c'était le 4e, 5e homme en montagne. Autant là, cette année, il était déjà beaucoup plus en retrait. Et il fait 8e. Mais en gros, sans qu'on ait eu l'occasion véritablement de voir son niveau, sans qu'il ait été très impressionnant, très visible, notre ami Rubio. Ouais, un petit peu déçu, voilà, du coureur colombien. Je savais pas qui mettre d'autre, voilà, en grosse déception, parce que voilà, en gros, il n'y a pas eu de grosses catastrophes aujourd'hui. Tiberi s'en sort, voilà, Storer fait encore 10e du général aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de grosses craquantes, mais c'est vrai que Rubio, sur tout ce Giro, j'ai été un peu déçu, voilà, par le Colombien de la Movistar. Je m'attendais un petit peu mieux de sa part. Tout simplement. Voilà. On a fait le tour des bonnets d'âne. On regarde tout de suite les différents classements. La victoire d'étape donc pour Chris Harper devant Verret, Yates, Garofoli, Rochas qui prend une belle 5e place. C'est le seul Groupama presque qu'on aura vu sur ces 3 semaines de course. Marcelluzzi, Verona, Max Poul qui finit devant Del Toro. On ne l'a pas vu attaquer Max Poul, mais il a fini devant Del Toro. Et puis Pellizzari, G, Carapaz qui finit à 7-14, en sachant que Carapaz a dit en interview que Del Toro n'avait pas couru de manière intelligente. Comme qu'on dirait, ils partiront pas en vacances ensemble. Si leur famille avait décidé de prendre des pierres et vacances, des billets pierres et vacances pour un week-end en famille ensemble, ça va pas le faire. Est-ce qu'on a eu des abandons sur cette dernière étape ou des hors-délai? Non. Le dernier coureur à avoir fini, c'était Matteo Moschetti. Donc tout le monde a réussi à finir les 159 coureurs au final de ce Tour d'Italie, qui n'aura pas été très... Alors je sais bien qu'on avait une équipe en plus, mais on a perdu 25 coureurs, quelque chose comme ça. Parce qu'on était donc 176 plus 8, ça faisait donc 184.
Ouais, on a perdu 25 coureurs, ce qui n'est pas énorme, en sachant qu'il y a eu des chutes dès le départ. Donc je dirais que ça a été un Giro pas si exigeant que ça. 25 abandons, c'est pas si énorme. Le classement général, donc remporté normalement par Simon Yates, parce qu'il faudrait quand même un miracle pour qu'il perde 3 minutes 56 désormais. Carapaz 3ème devant Derek G. On retrouve ensuite Caruso, Pellizzari, Bernal, Rubio, McNulty et Storer 10e. Premier français, Prodhomme, qui prend une belle 15e place au final, en passant devant Tiberi. Voilà, au final, c'est le seul Tiberi à cette montée. J'ai dit une petite bêtise, mais c'est le seul à avoir craqué peut-être de son échappée de la veille. Et Romain Bardet finit dans le top 30 du dernier grand tour de sa carrière. La lanterne rouge, c'est toujours Alexander Krieger. Voilà, qui finit avec 6h23 23 minutes et 10 secondes de retard. Bon, on verra demain s'il y a encore des petits changements. Le maillot de Cyclamen, c'est Mats Pedersen devant Koy, Van Aert, De Bont et Del Toro. Du côté du classement de la montagne, c'est Fortunato devant Scaroni, Prodhomme, Tarozzi, Verona. Le maillot blanc, c'est Del Toro devant Pellizzari, Max Poul, Piganzoli, Tiberi. Et le classement par équipe, UAE a dominé devant la Bahreïn, la Visma, ID, XDS, Astana et la Tudor. Demain, l'étape nous emmènera du côté de Rome, une étape vraiment de plat avec le circuit autour de Rome. Ça sera en soirée. Je ne sais pas si je ferai le débrief demain soir ou si je ferai le débrief lundi. Voilà, pour cette étape autour de Rome, pour cette journée du Tour d'Italie. Puis ensuite, on aura les différents débriefs du côté du Tour d'Italie pour revenir sur la course. On aura un débrief où on parlera de Ayuso particulièrement. Quelle peut être encore sa place chez UAE. Ça sera la première, une des vidéos. Puis la deuxième vidéo, ça sera plus le débrief global de ce Tour d'Italie. Puis il y aura peut-être une troisième vidéo où on notera les différentes équipes de ce Tour d'Italie. Voilà, comme ça on aura fait le tour de ce Giro. On aura compensé un petit peu le fait que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos sur cette troisième semaine. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!